Bonsoir, professeur Delfraissy, merci d'être avec nous. Président du Conseil scientifique, donc ce conseil qui, par définition, conseille le gouvernement, conseille le président de la République, fait des préconisations, on en dira un mot tout à l'heure. Président aussi du Comité consultatif national d'éthique, parce que ces questions-là rejoignent tout à fait l'éthique. Première remarque, avant d'aller dans le fond des choses. Jusqu'à présent, dans vos dernières interventions publiques, vous n'aviez plus le masque. Aujourd'hui, vous le reportez. Vous reportez ce masque et beaucoup de ceux qui nous regardent doivent se poser la question, pourquoi ? Je reporte le masque parce que la cinquième vague est là, elle est présente. Je suis moi-même vacciné, j'ai eu une injection de rappel au mois de septembre. Mais je veux montrer en portant le masque que la vaccination ne va pas être suffisante et qu'il faut qu'on associe au masque également un retour vers des mesures de précaution, en particulier au niveau individuel, dont le port du masque, et de façon plus générale pour les semaines qui viennent, pour nous aider à passer cette cinquième vague. Alors on va prendre les choses dans l'ordre. Essayons de la caractériser, cette cinquième vague, et peut-être ce qui nous attend. Aujourd'hui, on est en gros à 12 000 cas par jour. Là, on parle d'abord des contaminations, de la circulation du virus. Est-ce que, comme certains, vous pensez que, de façon presque mécanique et en voyant ce qui se passe chez nos voisins, ce chiffre-là va doubler, tripler et qu'on va arriver à 40 000 cas, peut-être 50 000 cas dans les prochains jours, prochaines semaines ? Écoutez, je ne sais pas, je regarde ce qui se passe en effet en Europe, où clairement l'Europe est de nouveau la cible, en effet, le cœur du réacteur pour le Covid, là, comme elle l'avait été d'ailleurs l'an dernier, mais un peu plus tôt au mois de septembre et au mois d'octobre. L'ensemble des pays européens sont touchés. Les pays d'Europe de l'Est l'ont été d'abord de façon massive parce qu'il y avait un niveau de vaccination qui était plus faible. Et puis maintenant, on a les pays d'Europe de l'Ouest. Il y avait trois bons élèves qui étaient les pays du Sud. Il y avait le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la France. Et ce qui explique que cette cinquième vague, elle arrive avec un certain décalage, mais elle est présente. Donc, c'est une vraie vague importante, avec de nouveau une cinétique d'arrivée qui est très forte. On l'avait déjà vu avec le variant Delta au mois de juin. Il était monté très vite, il était descendu très vite. Là, ça remonte très vite et probablement, en effet, on va augmenter le nombre de cas. Mais ce n'est pas le nombre de cas qui est le plus important. Mais on va venir aux conséquences, parce qu'effectivement, l'important, comme vous dites, c'est comment ça se traduit dans les hôpitaux, dans les réanimations, peut-être dans les décès. Mais simplement, beaucoup, sachant que vous veniez, m'ont dit « on ne comprend pas ce qui se passe ». On nous a quand même expliqué que ce vaccin, bien sûr, c'était d'abord une protection contre les cas graves, et on va y venir dans un instant, mais on nous a expliqué aussi que c'était un bouclier qui nous prémunissait contre une nouvelle vague, y compris de contamination, parce que le vaccin luttait aussi contre la transmission du virus. Finalement, doit-on conclure qu'il n'en est rien ? Alors, c'est difficile à comprendre, mais on va y revenir. Ce n'est pas un échec du vaccin, mais c'est les limites du vaccin. Le vaccin contre le Covid, d'abord réjouissons-nous, il a été trouvé très vite, et si nous ne l'avions pas, on serait dans une situation mondiale beaucoup plus difficile que là où nous sommes actuellement. Il protège de façon très efficace contre la survenue de formes sévères et de formes graves. Le niveau de protection, il est de l'ordre de 90-95%. Donc contre les formes sévères et contre les formes graves. Cette protection baisse avec le temps et avec l'âge. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, ou pour quelqu'un comme moi par exemple, eh bien, le niveau de protection, il a nettement diminué après 6 mois. D'où l'intérêt pour restimuler cette protection contre les formes sévères et les formes graves d'une 3e dose. Deuxième question, est-ce que ce vaccin protège bien contre l'infection et la transmission du virus ? Et là, en effet, les scientifiques, moi le premier, on est passé par des opinions qui ont varié dans le temps. Au début, on ne savait pas. Ensuite, on a dit probablement il protège assez bien contre la transmission. Et on sait maintenant que le niveau de protection, il est de l'ordre de 50%, pas plus, et qu'il diminue, y compris chez les gens jeunes, de façon plus importante. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois, le niveau de protection induit par 2 vaccinations, y compris probablement chez les gens jeunes, eh bien, il a un niveau de protection contre la transmission qui est de l'ordre de 30%. Donc, ce n'est pas un échec du vaccin qui fait le job.
sur la protection des formes sévères et graves, et c'est ça qui est important, mais qui ne fait pas le job, en tout cas aussi bien qu'on l'aurait imaginé, contre la transmission. Alors, d'où ma question. Si on arrive effectivement, et vous nous dites, cette vague, elle va vite, elle va très vite. Oui, 40 000, 50 000 cas par jour, c'est pas inimaginable, c'est tout à fait plausible dans les prochains jours. Est-ce que c'est grave? Autrement dit, et je pose la question en la prenant par l'autre côté, est-ce que pour vous, actuellement, 40 000 ou 50 000 contaminations ne se traduiraient pas, grâce au vaccin qui protège des formes graves, par une embolie de l'hôpital et par un nombre de décès très important? Est-ce qu'on est à l'abri de ça? Vous posez évidemment la bonne question. C'est cette dissociation liée au vaccin entre le nombre de contaminations et le nombre de personnes qui sont hospitalisées ou qui vont être hospitalisées dans les hôpitaux ou dans les services de soins intensifs. Alors, j'ai un optimisme, je dirais, mesuré, mais j'ai un optimisme quand même. C'est-à-dire que nous pensons, et je suis là, nous pensons au niveau du conseil scientifique, et c'est une pensée construite, et les données de l'Institut Pasteur suggèrent qu'on pourrait, avec d'une part le vaccin, mais aussi les autres mesures, ça va se jouer à très peu de choses, c'est-à-dire ces vaccins plus une reprise d'un certain nombre de mesures de protection. Comme le masque que vous portez. Comme le masque que je porte, comme le fait de se relaver les mains, le fait d'aérer les locaux dans lesquels on est, le fait d'utiliser complètement le pass sanitaire alors qu'il n'est plus totalement utilisé, vous le savez bien. Eh bien, là, il faut à la fois la vaccination, et je reviendrai sur les deux mesures sur la vaccination, plus les autres mesures. Eh bien, on pourrait avoir finalement une vague qui pourrait être, je dirais, prise en compte par le système de soins, avec un niveau d'hospitalisation, par exemple, autour de 1200, 1400 hospitalisations jour, alors que les premières vagues et les deuxièmes vagues étaient de l'ordre de 2500 ou de 3000. 1200 hospitalisations liées au Covid, c'est déjà beaucoup sur un système hospitalier qui est, on le sait, fragilisé actuellement. Mais c'est tenable. Donc voilà plutôt l'hypothèse que nous avons. Le vaccin a beaucoup changé la donne. Et donc, ça montre qu'il faut continuer à vacciner sur deux points. Continuer à vacciner. Alors, on va y venir, mais simplement, quand on regarde malgré tout la courbe des décès, pourtant on sait que le décès, il arrive en bout de course. Donc 3 semaines après. La première vague, la 5e vague, elle est en train de s'envoler en ce moment. Pourtant, si on regarde la courbe des décès, on voit que déjà elle remonte. On voit qu'on était à 31 décès en moyenne par jour il y a 3 semaines et qu'on est à 36. Hier, c'était 48, je crois. Un chiffre, une journée, ne fait pas une tendance. Enfin, on voit qu'il y a quand même une augmentation. Donc, à ce rythme, est-ce qu'on ne risque pas de passer la barre des 100 décès et que ce découplage soit finalement assez limité? Écoutez, on verra ce qui se passe. Je me suis déjà trompé et nous nous sommes déjà trompés. Et vous avez bien compris que ce virus, la science de ce virus est quelque chose de complexe. Néanmoins, nous restons avec une efficacité des vaccins actuels pour protéger contre les formes sévères et les formes graves, à condition de 2 points importants. Premièrement, c'est vacciner les personnes qui ne sont pas encore vaccinées, qui est un élément très important, et y compris chez les plus de 80 ans. Et deuxièmement, accélérer cette dose de rappel, qui fait partie peut-être de la vaccination générale du Covid, comme d'autres vaccinations qui réclament 2 vaccinations de départ, plus un rappel ensuite. Il y en a d'autres dans l'histoire des vaccins, et qui nous permettrait d'avoir une immunité, je dirais, plus forte en population. Alors, votre propos est clair. C'est ça qui est toujours appréciable avec vous. On comprend votre diagnostic, il tient en 2 mots, optimisme mesuré, mais cette 5e vague, on voit qu'elle va augmenter, mais qu'elle n'aura pas la même répercussion sur les services hospitaliers et sur les décès que les précédentes. Et ça nous amène à vos préconisations. Donc, vous nous dites la priorité, c'est de vacciner davantage. Est-ce que ça signifie, par exemple, que pour vous, et pour arriver à réduire ce nombre de 6 millions de personnes de plus de 12 ans qui ne sont toujours pas vaccinées, y compris, vous le disiez, certaines personnes de plus de 80 ans, il faut la vaccination obligatoire. Il faut franchir ce pas, ou pas? Écoutez, c'est une décision qui est politique.
hein, elle n'est pas d'ordre médical, rendre la vaccination obligatoire à ce niveau. Elle a déjà été évoquée au mois de juin, quand on a discuté, fallait-il rendre la vaccination obligatoire ou passer au pass sanitaire. Le pass sanitaire, dont une partie importante repose évidemment sur la vaccination. Le Conseil scientifique avait conseillé aux autorités sanitaires le pass sanitaire versus la vaccination obligatoire. C'est très difficile de rendre la vaccination obligatoire. On est dans un pays démocratique. Je ne suis pas sûr que les grandes instances juridiques autour du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, acceptent une vaccination obligatoire. Puis au plan humain, vous avez rappelé que j'étais président du Comité consultatif national d'éthique. Vous avez des personnes de plus de 80 ans qui refusent d'être vaccinées, qui ne sont pas anti-vax, mais elles disent, je les ai vus, moi je suis d'origine d'un département de la campagne, ils m'ont connu plutôt gamin, mais Jean-François, pourquoi on se vaccinerait, on ne voit personne? C'est pas vrai, ils voient des gens, elles voient des gens, ces petites mamies. Et elles ne se rendent pas compte qu'elles voient des gens. Alors qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce qu'on va les obliger de force? On va arriver avec les gendarmes et les vacciner? Non, la réponse est non. Soyons raisonnables. Alors est-ce qu'il faut passer du pass sanitaire au pass vaccinal? La réponse est, il faut toujours rester, et c'est le rôle des médecins, c'est le rôle des maires, c'est le rôle peut-être des voisins, c'est le rôle de cet apport aussi d'une vision un peu citoyenne, de convaincre, de continuer à aller vers et à essayer de convaincre en particulier les personnes les plus fragiles. Le professeur Delfraissy, ça fait des mois qu'on dit ça. Oui, et on ne progresse plus dans ces 6 millions de personnes pour réduire ce nombre-là. 17 000 par jour. On a progressé. Je reconnais qu'il y a un arrêt actuellement. Vous reconnaissez aussi qu'on était dans une phase de circulation virale qui était plus faible. Le fait que nous en reparlions, que vous en reparliez, qu'il y ait ce niveau de 5e vague relativement élevé, va relancer la vaccination. Voilà où j'en suis. Après, je n'irai pas plus loin dans la réponse. Je ne l'ai pas. Vous voyez plutôt la nuance que j'ai. Et puis, c'est une décision qui est éminemment politique. Et passer du pass sanitaire au pass vaccinal, est-ce que ça, c'est un élément qui peut pousser à la vaccination? Tout est possible. Je dirais que le pass sanitaire est déjà un pass vaccinal. Hein. On joue un peu sur les mots. Ce qui fait l'importance du pass sanitaire, c'est véritablement le niveau de vaccination. Bon, faut-il changer dans un moment un peu complexe, hein, dans lequel on va être dans les semaines qui viennent, c'est difficile tout ça à monter. Moi, je suis plutôt pour rester sur un pass sanitaire qui repose beaucoup sur le vaccin. Je voudrais donc, sur le vaccin, vous les préconisations. Oui. 1, vacciner les gens qui ne sont pas primo-vaccinés. C'est la priorité. 2, avoir une 3e dose pour comme ça vient d'être rappelé, pour les 50 à 65 ans, les plus de 65 ans et les personnes qui ont des facteurs de risque. C'est lancé, ça. Bon, c'est lancé, mais il faut accélérer, entre guillemets. Et avec un point que les Français doivent savoir, c'est que quand on reçoit un rappel, ce rappel est efficace 48 heures plus tard. C'est-à-dire qu'il y a un boost de l'immunité immédiat. Et donc, ce n'est pas trop tard. C'est encore, si vous êtes vacciné, si vous avez votre rappel, eh bien, vous aurez votre boost de l'immunité dans les 48 heures. Il y a plusieurs pays en Europe qui sont en train de prendre des mesures de restriction aussi, y compris, comme les Pays-Bas, des pays qui ont à peu près le même taux de vaccination que nous. Faut-il se préparer mentalement à des mesures de restriction qui vont au-delà de ce que vous indiquiez, c'est-à-dire les mesures barrières, le port du masque à nouveau dans la plupart des circonstances dans des espaces fermés? Alors, les Pays-Bas et d'autres pays du nord de l'Europe avaient levé, beaucoup plus que la France, les mesures de restriction. La France était considérée comme un pays ayant des mesures de restriction relativement lourdes encore, alors même qu'on avait une circulation virale qui était plus faible. Et finalement, on a probablement bien fait. Néanmoins, et vous le voyez bien, et les Français le sentent bien, il y a sur les mesures de protection individuelle, on peut refaire un effort sur le port du masque, sur la distanciation, sur un certain nombre de points. Tout ça repose sur la bonne volonté. Oui, mais ça repose sur la bonne volonté. Et puis, utilisons le pass sanitaire. Le pass sanitaire a une action indiscutable pour pousser à la vaccination. Son rôle dans la protection est plus nuancé. Je ne sais pas exactement la part qu'il a eue
durant l'été pour protéger, entre guillemets. Mais nous l'avons. Donc, si on l'a, il est présent, il faut l'utiliser à fond. Et reconnaissez, même si je sais que je soulève à ce moment, avec les mots que je vais dire, probablement quelques passions chez le restaurateur, mais à Paris, en ce moment, dans les restaurants, il y a un restaurant sur deux qui ne demande plus le pass sanitaire. C'est en train de changer depuis 2-3 jours. Bon, eh bien, tant mieux. Tant mieux. Ça montre bien que, en cas de... Les Français sont évidemment beaucoup plus intelligents à chaque fois qu'on le pense, et ils ont parfaitement compris que le risque était de nouveau là, et qu'on va revenir. Utilisons les outils que nous avons. Mais donc, si je vous comprends bien, on peut envisager de manger la bûche de Noël assez tranquillement en famille, du moment qu'on est vacciné, qu'on fait un peu attention. On ne se dirige pas vers des mesures de restriction, des mesures coercitives ou des mesures de limitation de circulation, par exemple, pour les semaines qui viennent. Écoutez, là aussi, ce sont des décisions éminemment politiques. Enfin, vous ne les préconisez pas. Et qui ne relèvent pas du Conseil scientifique. Mais vous ne les préconisez pas. Écoutez, on va tout faire, entre guillemets, pour éviter ce niveau, parce que je pense que la France, mais les populations en général, sont dans un état de fatigue, d'anxiété. Elles voient arriver cette 5e vague avec une grande angoisse, alors que les Français ont été extrêmement raisonnables dans leur ensemble pour accepter des mesures difficiles. Il faut en tout cas tout faire pour essayer d'éviter de revenir à des mesures de restriction générale. Et ce que fait l'Autriche, par exemple, on confine les non-vaccinés. Les autres, vous pouvez circuler librement. Les non-vaccinés, vous restez chez vous. Ça vous semble abracadabrantesque ou non, c'est la preuve, voie possible? D'abord, je veux voir comment ils vont faire ça. Hein. Vous êtes sceptique? On touche quand même fondamentalement aux libertés en faisant ça. C'est déjà en cours. Hein. Je sais, c'est en cours, mais je ne sais pas les résultats qu'ils vont obtenir et la capacité qu'ils auront à maintenir chez eux les non-vaccinés. On a déjà essayé d'évoquer, et je l'ai fait moi-même, souvenez-vous, en avril 2020, en disant finalement, est-ce qu'un confinement partiel est voulu par les personnes de plus de 65 ans qui sont le plus à risque ne serait pas une solution? Ça avait été un tollé. L'extrême difficulté, le tollé qui est arrivé. Donc je suis prudent vis-à-vis de ça. Et il me semble que la réponse, c'est plutôt d'essayer de convaincre et d'obtenir un niveau de vaccination qui est encore plus important. Alors, je reviens d'un mot en arrière, justement sur la vaccination. Est-ce que la vaccination des enfants de 5 à 12 ans serait aussi un moyen de tenter d'amortir les effets de cette 5e vague? Alors, on a peu de données sur la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Il y a quelques données d'essais qui ont été réalisées par les compagnies pharmaceutiques. Les États-Unis, vous le savez, viennent de démarrer une campagne vaccinale très importante, mais dans un contexte où l'atteinte pédiatrique est beaucoup plus sévère, fréquente, en raison probablement d'un certain nombre de choses qui sont différentes et de la précarité d'un certain nombre d'enfants aux États-Unis. Et donc, il y a un risque chez les enfants que nous n'avons, ou en tout cas qui est beaucoup plus faible, ou que nous n'avons pas en Europe. Donc, cette décision relève aussi, bien sûr, d'une décision politique, mais elle relève d'un conseil des scientifiques, et en particulier du comité vaccinal d'Alain Fischer, qui réfléchit sur ce sujet, et dont, pour en avoir largement discuté avec lui, et de dire, j'attends, finalement, 2-3 semaines de voir ce qui se passe aux États-Unis. Ils sont à un niveau de vaccination de pratiquement de l'ordre de 1 million d'enfants par semaine. Hein, donc, on aura vite une vision des effets possibles, secondaires ou pas secondaires. Et on pourrait, en fonction de ces résultats, éventuellement aller vers peut-être une décision de vaccination des enfants de 5 à 12 ans. Mais pourquoi faire? Et c'est là où toute la discussion. Est-ce que c'est pour les protéger contre les formes sévères et les formes graves? La réponse est non, puisqu'ils font très peu de formes sévères et de formes graves. Donc ça, c'est pour les protéger sur la circulation du virus. Est-ce que ce sont eux qui contaminent ou ce sont eux qui sont plutôt contaminés par les parents? Donc vous voyez la difficulté. Hein. Votre sentiment. Donc finalement, je pense qu'il va y avoir une vraie discussion. La Société française de pédiatrie n'est pas très chaude pour aller vers cette vaccination. Je pense qu'il faut laisser un peu de temps, voir ce qui se passe. Et de toute façon, cette vaccination des enfants de 5 à 12 ans n'est à mes yeux
pas montable, pas, je dirais, pour toute une série de raisons, avant le début de l'année 2022. Deux dernières questions. Je voulais d'abord avoir votre regard sur cette étude qui a été menée notamment à l'initiative de Français, de personnes qui sont incontestées, sur le Covid long et qui relativise énormément l'origine Covid des symptômes qu'on décrit traditionnellement comme étant les symptômes de Covid long et qui dit en fait la plupart de ces symptômes ne sont pas attribuables au Covid. Ils sont attribuables à l'anxiété, par contre, qui pourrait naître de la peur du Covid, mais ils ne sont pas attribuables directement au Covid, parce que quand on fait la sérologie et qu'on cherche les anticorps qui sont caractéristiques d'une infection Covid, on n'en trouve pas dans la plupart des cas. Est-ce que c'est une étude pour vous qui est convaincante? Alors, elle montre également autre chose. L'étude, elle montre que quand on distingue les personnes qui ont fait un Covid symptomatique avec des signes cliniques par rapport aux personnes qui ont fait un Covid asymptomatique, c'est-à-dire qui est uniquement diagnostiqué par une sérologie, les gens qui ont eu des signes cliniques font plus souvent des Covid longs. Les gens qui ont eu un Covid asymptomatique font très peu de Covid longs. Donc, oui, ça interpelle, mais dans le fond, quand on fait une maladie aiguë qui est plus forte qu'une maladie strictement asymptomatique, le fait qu'il y ait des conséquences sur le long terme, non plus, n'a rien d'extrêmement troublant. Donc je pense qu'il faut admettre qu'il existe bien une forme de Covid long, qui est probablement quelque chose de relativement hétérogène, qu'on connaît encore mal, qui est en cours de dissection, si je peux dire, au niveau médical, et que c'est quand même un point qui doit demeurer dans notre mémoire pour la suite de la pandémie. Et dernière chose, et là, d'une certaine manière, c'est aussi très attendu de votre part, est-ce que cette 5e vague montre, alors qu'on a 89% de vaccinés chez les plus de 12 ans aujourd'hui en France, mais vous avez très bien dit que le pouvoir du vaccin face à la contamination, face à la transmission, c'est un gros point d'interrogation, il est sans doute beaucoup moins fort que ce qu'on avait imaginé. Est-ce que ça doit nous préparer à nous attendre à une 6e vague, une 7e vague, et à des vagues régulières, et à des nouvelles campagnes de vaccination régulièrement, avec des rappels un peu comme pour la grippe? Est-ce qu'on en a pour des années, au fond? Le plus raisonnable est que je vous réponde, je ne sais pas. Et parce que, somme toute, je ne sais pas. Je pense que l'immunité qui est induite après un rappel, elle est extrêmement forte. Et puis maintenant, il faut voir combien de temps elle va durer. C'est-à-dire combien, moi qui ai reçu un rappel, je vais avoir une immunité qui va persister. Et est-ce qu'elle va me Parce que vous voulez dire, si ça se trouve, ça va persister beaucoup plus que 6 mois. Peut-être. Comme pour la 2e dose. Peut-être. C'est une hypothèse. Et c'est une hypothèse. Deuxièmement, le virus lui-même, vous le savez, c'est un certain nombre de virologues pensent que ce virus pourrait devenir finalement saisonnier, c'est-à-dire retrouver ce qu'est la vie d'un coronavirus habituel. C'est une hypothèse qui est possible dans le courant de l'année 2022. Et puis, on peut imaginer aussi que, comme un virus saisonnier, eh bien, il se réactive, comme par exemple le virus de la grippe, et qu'on soit obligé de revacciner. Je n'en sais rien. Moi, je vais vous dire, il faut que les scientifiques, à certains moments, nous soyons avec de l'humilité. Bien sûr, on attend de nous qu'on éclaire au maximum, mais on peut éclairer dans certains cas. Et là, très probablement, je pense qu'on va avoir une période de couverture vaccinale après le rappel qui va être importante et durable. Mais pour quelle durée, je ne le sais pas encore. Oui. Vous voyez qu'il y a un changement. C'est bien pour ça qu'il faut aussi à la fois jouer de façon massive sur le vaccin, comme je l'ai indiqué, mais aussi penser qu'on aura probablement un certain nombre de médicaments qui vont arriver, dont on n'en a pas parlé, en particulier des médicaments dirigés spécifiquement contre le virus, qui vont être disponibles à partir du début de l'année 2022. Vous y croyez? Et moi, j'y crois, bien sûr, à condition qu'ils soient pris très tôt, qui permettrait d'avoir une stratégie de tester et traiter, test and treat, et qui permettrait, je dirais, d'avoir une addition des forces pour lutter contre ce virus. Merci beaucoup, Jean-François Delfraissy. C'était très intéressant de vous entendre. Il y a un côté un peu vertigineux parce que dans la psychologie collective, on avait quasiment tourné la page de ce virus. Et là, on se demande si ça ne va pas durer des années.
Mais je retiens votre expression optimisme mesuré quant à notre faculté à affronter cette 5e vague, et notamment parce que on est très largement vacciné, parce qu'on n'a pas cessé quand même d'appliquer certains gestes barrières, et il faudra s'habituer à les répéter et à les répéter. Merci beaucoup pour vos réponses ce soir. Merci.